Eh bien, nous allons démarrer la conférence sur les 12 solutions pour diminuer son empreinte carbone. Donc, merci d'être là. Merci aux organisateurs de nous permettre de faire des petites conférences. Ce sera à peu près une conférence de 3/4 d'heure avec les questions-réponses. Donc, on a 1 heure au total. Donc, je me présente, je suis Paul Mougel, je suis le référent d'une équipe qui s'appelle les Shifters de Nancy-Lorraine. Et je vais vous présenter tout à l'heure qui nous sommes. Alors, quand on se présente, on a l'habitude de parler de la double contrainte. C'est-à-dire qu'on est sur un climat qui est en train de changer à grande vitesse, comme vous le savez. Et puis en même temps, le problème de l'énergie, avec des réserves d'énergie qui s'amenuisent. On va être limité en énergie. On va avoir des dégâts. Donc à un moment donné, on n'aura peut-être plus assez d'énergie pour réparer les dégâts du changement climatique. Et c'est ça la double contrainte qu'on va avoir, un changement climatique et des ressources limitées. Donc nous sommes 2 entités en fait. Le Shift Project, c'est un think tank, c'est une association avec des salariés, comme vous pouvez le voir, piloté par Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur que vous connaissez probablement, qui est membre du Haut Conseil pour le climat. Et puis les Shifters, c'est une association qui est en appui avec 30 000 membres en France, avec des groupes locaux. Et nous sommes un groupe local à Nancy avec 300 membres cotisants. Et vous serez invités à nous rejoindre. Bien sûr, on a un petit dépliant qu'on vous distribuera à la sortie quand vous voudrez. Donc nous sommes une association, on va dire, donc, qui œuvre en faveur de la décarbonation de l'économie. On est donc sur les solutions. On est une association d'intérêt général et qui s'appuie sur la rigueur scientifique. C'est-à-dire on s'appuie sur les rapports du GIEC et sur des études que nous faisons nous-mêmes, sur les calculs pour estimer les ordres de grandeur, estimer les solutions, les chiffrer. C'est pour ça qu'on s'appuie, on est sur la rigueur scientifique. On n'a pas d'a priori, on n'a pas d'idéologie. Voilà, donc notre but, c'est d'éclairer les décideurs, influencer sur la transition énergétique. Alors je rentre maintenant dans le sujet, on va parler des émissions de gaz à effet de serre. Je ne vous réexplique pas pourquoi on a un changement climatique, je ne vous donne pas les causes, les conséquences, c'est l'objet d'une autre conférence. J'aborde directement les solutions. Donc les émissions, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle le CO2, le CO2, le méthane, enfin un certain nombre de gaz à effet de serre que vous connaissez. Je ne vais pas tout réexpliquer sur les gaz à effet de serre, mais sachez qu'ils augmentent, comme vous le voyez sur cette courbe. Au départ, c'était pour du chauffage. En 1850, on était sur le chauffage au bois, par exemple. Ensuite, le charbon a permis de faire les machines à vapeur, de développer le rail. Ensuite, le pétrole est arrivé et donc on a eu des voitures au pétrole. Et puis le gaz a permis de chauffer les bâtiments. D'où cette augmentation progressive des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées principalement au bois, au charbon, au pétrole, au gaz, qui sont les énergies fossiles en fait. Donc maintenant, on a déjà consommé 2800 gigatonnes de CO2. Vous voyez ça depuis 1850, ce qui correspond à une augmentation de température de 1,2 degré en France. On est en France là. Et si on continue comme ça, on va avoir 4 degrés peut-être à la fin du siècle. 3 à 4 degrés. Le gouvernement déjà prévoit un plan d'adaptation au changement climatique de 4 degrés. Donc il va falloir réduire évidemment les émissions de gaz à effet de serre, ça va de soi. Et là, on arriverait à atteindre, si on s'y prend bien, à rester en dessous de 3 degrés. Sachant que 2 degrés, c'est l'objectif de l'accord de Paris, signé en 2015 avec 150 pays, et que si on dépasse ces 2 degrés, c'est une moyenne, bien sûr, c'est une moyenne de température sur la planète complètement, on va avoir un climat qui sera complètement dérégulé et qui sera immaîtrisable avec des choses on ne peut rien garantir. Donc c'est pour ça que l'objectif de 2 degrés a été annoncé. Alors pour ce faire, s'il nous reste 800 gigatonnes, puisque le calcul a été fait, on peut émettre encore 800 gigatonnes pour rester sous les 2 degrés, comme vous le voyez. Donc ça veut dire qu'il nous reste 20 ans, puisqu'on émet 40 gigatonnes par an. 800 divisé par 40, il nous reste 20 ans à rester comme ça. Donc ça veut dire qu'au bout de 20 ans, on est au-dessus de nos objectifs. Donc il va falloir faire une pente plutôt qui baisse de 5% par an. En France, on est sur la trajectoire, mais au niveau mondial, c'est pas du tout. On continue à augmenter. C'était encore dans les journaux cette semaine.
on continue à augmenter les émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier, hein, sur la planète. Donc c'est une situation très inquiétante. Voilà. Donc moi je voulais surtout vous indiquer ici le budget carbone. En fait, la notion de budget carbone, c'est les 800 gigatonnes de CO2 qui nous restent. Hein, c'est comme un budget à dépenser dans une entreprise qu'on doit respecter. Le budget carbone, c'est 800 gigatonnes de CO2. Voilà, c'est un concept parmi d'autres. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la notion d'empreinte carbone? On fait un peu de révision pour ceux qui mélangent un peu les concepts. Alors, votre téléphone que vous avez, il émet combien de CO2, par exemple? Est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que vous pouvez me dire combien par jour, combien par année, et pourquoi il émet du CO2? Bon, vous allez me dire, parce que je branche tous les soirs, il faut le recharger. Et c'est de l'électricité bas carbone, donc il y a quelques grammes quand même tous les jours. Donc, non, c'est pas uniquement ça en fait. Le téléphone, il a fallu le fabriquer. Donc, on a commencé à aller chercher des métaux, du nickel, du cuivre, du cobalt en Afrique. Il a fallu les raffiner. Donc, ça demande de l'énergie de raffiner, d'extraire, de raffiner, le transporter en Chine parce que c'est principalement en Asie qu'on va fabriquer les téléphones. Et donc là, on va fabriquer des téléphones avec une électricité qui est très chargée en carbone, puisque vous savez, en Chine, par exemple, c'est basé à moitié sur le charbon. L'électricité est produite avec des centrales thermiques au charbon. Donc ce téléphone, cette construction, voilà, il va falloir transporter ensuite ce téléphone en bateau ou en avion vers l'Europe, vers la France, la transporter à nouveau dans des magasins, vous allez venir l'acheter, donc tout ça, ça va compter en CO2. Bref, du CO2, il y en a partout, sur toute la chaîne de la fabrication. Et là, on commence à voir où est l'empreinte carbone, sachant que quand on va parler du carré qui est violet, le carré violet, c'est ce qui s'est passé en France, c'est les émissions de CO2 en France. C'est pas l'empreinte. L'empreinte, ça va être le grand carré, il est vert ici. Le grand carré vert, c'est l'empreinte, ça va comprendre toute l'énergie et toutes les émissions qui se sont faites à l'extérieur, qu'on appelle souvent les émissions importées ou l'empreinte. Voilà. Donc l'empreinte carbone du téléphone, c'est l'ensemble des émissions et c'est beaucoup plus que ce que vous consommez quand vous le rechargez. Voilà, donc ça va être valable pour tous les produits. En fait, tous les objets que vous avez autour de vous dans votre vie, que ce soit une voiture, l'alimentation, les vêtements, tous ces produits qui ont été fabriqués, il a fallu de l'énergie. Donc tout est énergie en définitive. Et chaque produit, chaque objet a une empreinte carbone qu'on est en train de calculer d'ailleurs dans notre association pour faire une base de référence et qui va être bientôt mise à disposition du grand public. Donc en fait, tout ce carbone qu'on a autour de nous, il est invisible, mais voilà. Alors comment il se répartit maintenant? Parce que dans une vie, il faut bien se nourrir, il faut se déplacer, chauffer son logement, acheter des biens, bien sûr, et puis il y a les services publics aussi qui sont là. Donc quel est le secteur qui est le plus carboné à votre avis? Quelqu'un a la réponse qui pourrait me dire la construction, non. La construction, c'est carboné et le ciment est très carboné. Alors, une autre tentative. Les transports. Eh bien, on va voir si c'est vrai, alors, puisque vous le dites. Alors, ça arrive tout doucement, voilà. Et le transport, 27%. Voilà, c'est le premier poste. Ça comprend le fret, hein, ça comprend aussi les transports routiers et l'aviation. Donc, le deuxième, c'est l'alimentation. Donc, si on les remet en ligne, 27, 25... La consommation, c'est 16%. Le logement, 14%. Voilà. Alors, on va étudier un peu ces secteurs-là, les 4 premiers, et voir sur quels gestes on peut jouer pour diminuer son empreinte carbone personnelle de 30%. Voilà, c'est ça l'enjeu. C'est que quand vous allez sortir de cette conférence, vous allez pouvoir mettre en œuvre des gestes, des situations pour diminuer votre empreinte carbone de 30%. Et dès ce soir, ce n'est pas des investissements importants, c'est déjà dans la vie de tous les jours. Alors vous commencez à voir ici qu'on parle d'une empreinte carbone l'empreinte carbone des Français, c'est 10 tonnes, je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire que si on prend toutes les émissions sur la France et qu'on divise par le nombre d'habitants en France, on va trouver 10 tonnes par an. Voilà, alors ça prend tout. Ça prend aussi les émissions importées, parce que sinon ce serait la moitié, ce serait 5. Voilà, il y a pratiquement le double, en double pratiquement. C'est pas exact, mais c'est l'ordre de grandeur. Merci pour la question, Alexandre. Voilà, donc en fait, on a 10 tonnes, ça fait 27 kilos par jour.
Vous avez un sac à dos tous les jours, vous videz votre sac à dos de 27 kg de CO2 par jour. Et il faut bien savoir que c'est réparti de différentes manières. Il y a quand même des gens qui, on va dire, il y a 10% des personnes qui émettent plus de 30 tonnes par an. Et puis d'autres qui sont plutôt à 2-3 tonnes. Tout dépend du niveau de vie en fait, des Français, on va dire, hein, puisque ça, c'est pour la France. Donc l'objectif, ça va être de diminuer notre empreinte carbone de 10 tonnes vers 2 tonnes pour respecter l'accord de Paris qu'on citait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va falloir décarboner complètement nos vies, mais aussi les industries, les collectivités. Il ne faut pas se mettre trop la pression soi-même. C'est l'ensemble de la société qui doit diviser par 5, puisque vous voyez, il faut passer de 10 tonnes à 5 tonnes. C'est ce qu'on appelle l'objectif 2 tonnes. Alors ça se répartit, il y a plusieurs schémas. Ça, c'est le schéma de carbone 4 qu'on étudie quand on fait des fresques du climat. Ce que je vous conseille pour approfondir ces sujets, c'est de suivre. Qui a fait une fresque du climat dans la salle? Oui, ben c'est bien, voilà, il y en a presque la moitié, mais je vous le conseille vivement. Ça permet de comprendre les causes et les conséquences du changement climatique. Alors voici une autre, je ne sais pas si c'est très lisible de loin, mais voilà l'empreinte carbone en France. Vous voyez, en moyenne, on est à 10, mais il y a 10% qui sont à 31, 10% qui sont à 3,8. Mais vous voyez d'autres pays comme les États-Unis, on monte à 84 tonnes par 84 tonnes, mais il y en a aussi qui sont à 3,6. Le Brésil à côté et après le Rwanda. Donc c'est sûr que les pays d'Afrique ont des empreintes carbone extrêmement faibles. Ça dépend bien sûr du niveau de vie. Je pense que ça vous surprend. Alors maintenant, on va aborder donc les fameuses solutions, les 12 leviers pour diminuer son empreinte carbone. Alors on va commencer par le plus important, le déplacement, 27%. Alors est-ce que vous savez la distance parcourue en moyenne par un Français tous les ans? Combien de kilomètres il parcourt par an un Français? Vous m'entendez bien au fond, c'est bon? C'est clair pour vous? Bon. Alors ben, ce sera... oui, c'est beaucoup, mais... C'est 15 500 km. Donc c'est la distance pratiquement de Paris aux îles lointaines du Pacifique. Voilà, donc c'est la moyenne d'un Français. Mais on se déplace pour des bonnes raisons quand même. On y va, il faut bien aller au travail, il y a bien des loisirs, il y a bien des bonnes raisons de se déplacer. Et là, vous avez les distances courtes en dessous de 20 km et de 80 km qui représentent 51%. Alors que les distances beaucoup plus longues, plus de 80 km. 80 km, c'est déjà les loisirs. En fait, on est déjà dans où on va voir sa famille. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une partie qui est un peu subie. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. Il y a des déplacements qu'il faudra continuer à faire parce qu'il faut bien vivre. Hein. On va pas non plus tout arrêter parce qu'il faut diminuer l'empreinte carbone. Et il y a une partie qui est peut-être plus choisie, des trajets choisis qui sont plus quand on va voir sa famille ou quand on va en vacances. Je suis obligé de faire allusion aux gens qui vont prendre l'avion, aller très loin, etc. Voilà, on voit bien que c'est là qu'on va trouver les 49%. Alors maintenant, la question, quelle est la bête noire du transport? Alors la bête noire du transport est apparue très vite, c'est la voiture, 77%. C'est énorme, on ne s'en rend pas compte dans la vie, mais 77%, c'est la voiture qui prend tout par rapport à l'avion, qui est 16% quand même. 16%, c'est quand même beaucoup parce qu'il n'y a qu'une petite proportion de Français qui prennent l'avion tous les ans. On peut dire 5 à 10%. Donc c'est quand même énorme, compte tenu. Après les transports en commun, 7%. Et puis la marche à pied et le vélo, c'est 0% évidemment, puisque on n'utilise pas d'énergie, à part sa propre énergie, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose qui est marquant, c'est la place de la voiture. En fait, on a bâti toute notre société autour de la voiture. C'est ce que nous, on appelle le système voiture. Hein, tout l'urbanisme a été construit. Les centres commerciaux, évidemment, sont éloignés des villes parce qu'on avait des voitures. Les zones d'habitation aussi. Voilà. Donc, compte tenu de ce constat de 77%, il faut repenser nos villes. Il faut repenser ce qu'on appelle les PLUI, les plans locaux d'urbanisme. Oui. Les bateaux. Oui, on me dit il manque les bateaux, il manque les croisières. Oui, vous avez raison. Sûrement que ce n'était pas un gros chiffre, mais ou alors c'est dans les 7%, je ne sais pas. Merci de la question. Alors, maintenant, comment faire? Alors, si vous avez une voiture et que vous y allez en vélo
bah, évidemment, vous passez d'un facteur 10, on va dire, c'est des ordres de grandeur, 10, vous passez à 0. Si vous passez au transport en commun, ce sera encore 3, donc vous divisez par 3. Donc, d'où la première solution, c'est de prendre les transports en commun. Ça, je ne vous apprends pas, hein, c'est pas nouveau. Ensuite, si vous faites des trajets beaucoup plus longs, là, le covoiturage va jouer. Évidemment, si vous êtes deux, bah, ça va passer de 10 à 5, le facteur. Si vous prenez une petite voiture aussi, le facteur va être diminué de moitié. Parce qu'une voiture, plus c'est lourd, plus il faut d'énergie pour la lancer et pour réguler la vitesse. Donc, le poids d'une voiture est très important. Si vous passez à une voiture électrique, bah, ça va dépendre de la taille. Si elle est petite, si c'est une micro-voiture ou une voiture, on va dire en dessous d'une tonne 5, vous faites le facteur 3, vous divisez par 3. Mais si c'est un gros SUV qui est très lourd, vous allez consommer plus qu'avant. Et c'est pour ça qu'il y a souvent cette difficulté à faire comprendre que la voiture électrique, oui, peut-être, c'est peut-être l'avenir, mais des voitures légères, sinon on n'aura pas résolu tous nos problèmes. Et puis alors le dernier facteur, c'est l'éco-conduite. Parce que si vous roulez 10 km/h ou 20 km/h en dessous, sur l'autoroute, on peut rouler à 110. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Je roule à 110, ben, c'est pas gênant. Il y a beaucoup de voitures qui roulent à 110 sur l'autoroute à 130. Et vous roulez à 100 sur les voies express qui sont à 110. C'est vraiment pas gênant, c'est très confortable. Et puis, on le fait pour diminuer sa consommation, bien sûr. Hein, puisque vous savez que le frein est opéré par l'air et proportionnel au carré de la vitesse. Donc, vous pouvez faire des calculs, vous pouvez faire le carré de la vitesse à 90, à 100, à 110. Vous allez voir, les facteurs sont énormes et vous allez voir les pourcentages entre les... Moi, j'ai refait le calcul pour moi, mais vous allez vite gagner 20%, c'est sûr, si vous diminuez votre vitesse. Donc, l'éco-conduite, il y a d'autres facteurs. Ça, il y a même des stages, il y a des choses à faire. Sur l'éco-conduite, c'est pas que diminuer sa vitesse. Il y a d'autres gestes, mais je vais rester que sur la vitesse aujourd'hui. Alors maintenant, l'avion, puisqu'on a parlé un peu de l'avion, il faut quand même aller un peu plus loin. Quand vous allez de Paris à New York, un aller-retour, eh bien, c'est 2 tonnes. J'aurais pu vous poser la question, mais ça peut pas être très interactif aujourd'hui, comme il y a du bruit ambiant. Donc 2 tonnes, c'est déjà le maximum qu'on pourra faire à l'horizon 2050, puisque, donc vous voyez, faire un aller-retour à New York, c'est déjà 2 tonnes d'équivalent CO2. Et pour aller à Londres, vous avez à peu près combien vous savez, pour faire un aller-retour à Londres, eh ben, c'est un quart. C'est un quart de tonne, c'est quand même 250 kg. Voilà les ordres de grandeur que vous pouvez retenir, parce qu'on ne peut pas tout retenir, mais donc ça situe bien que si on peut prendre le train, eh bien, on va passer d'un facteur, on va émettre 10 fois moins, hein, de facteur 1 à 10 fois moins de gaz à effet de serre. Bon, le train est cher, il y a peut-être du lobbying à faire, des choses à faire pour que le train soit moins cher, mais il n'y a pas photo sur l'empreinte carbone que vous aurez. Donc si on résume maintenant, pour se déplacer, bouger, donc si on part des 27% qu'on avait tout à l'heure, la voiture représentant 77%, les 3 solutions, donc c'est réduire le plus possible l'utilisation de votre voiture pour trouver d'autres solutions, la marche à pied, le vélo, le covoiturage, etc. Ça c'est le point le plus important. Pour les trajets longs, privilégiez le train. Vous arrivez à lire, je pense, vous arrivez à lire, ça doit être juste, hein, mais... Et puis adopter l'éco-conduite, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre dès ce soir. Voilà pour la première partie. Alors maintenant on va aborder, donc voilà, vous allez diminuer de 30%. Hein, vous voyez le symbole qui diminue. Voilà. Alors maintenant on va parler d'alimentation. Alors l'alimentation, quel est l'aliment qui est le plus émetteur de gaz à effet de serre? Vous avez une idée? Le bœuf, hein, oui, j'ai vu sur vos lèvres, oui. C'est pas la potion magique, c'est bien. Donc maintenant on va essayer de traduire ces émissions pour 1 kg de nourriture. Prenons 1 kg de bœuf puisque c'est la première rangée et on le traduit en nombre de kilomètres pour une voiture moyenne qui émet 150 grammes par kilomètre par exemple. Et si vous consommez 1 kg de bœuf, c'est l'équivalent de 239 km. C'est-à-dire c'est l'équivalent d'aller à Reims ou à Dijon, par exemple, de Nancy. C'est l'équivalent vous émettrez autant de CO2 que de faire ces 200 km, on va dire. Alors que vous voyez, si vous avez des consommations de porc, de fromage ou de poulet, on est plutôt à 49, 34, on est beaucoup moins de kilomètres. Là, on est en kilomètres, hein, c'est une manière de comparer les choses. Hein, voilà, c'est une manière de faire.
Le lait encore carboné, hein, vous voyez le lait. Après, on arrive sur des céréales, sur les fruits et légumes. Bon, voilà, on est à 2 ou 3 kilomètres, mais c'est quand même carboné. Hein, c'est toujours, mais c'est l'équivalent en voiture. Alors maintenant, regardons un peu pourquoi. Bon, on ne fait pas la guerre à la viande rouge, hein, je vous mets à l'aise tout de suite. Moi, je continue à manger de la viande rouge. J'en mange moins souvent, mais voilà, on n'est pas en train de dire on arrête tout. Ce ne serait pas le sens de mon message. Mais voilà, les ruminants comme le bœuf, eh bien, ils émettent déjà du méthane, du CH4. C'est quand ils rotent, en fait, c'est leur phénomène de digestion qui est comme ça. Et donc, c'est lié aussi à la déforestation, parce que pour nourrir les animaux, on utilise 70% des terres cultivées, 70% dans l'ensemble du monde. Hein. Parce que pour nourrir ces animaux sur 5 ans, par exemple, il faut beaucoup de terrain, il faut beaucoup de culture. Donc on est sur la déforestation qui compte beaucoup dans le poids carbone de la viande rouge, on va dire. Ensuite, il faut semer, mettre des engrais. Les engrais aussi, pour les fabriquer, ils sont fabriqués à partir du méthane. Donc ça émet pour les fabriquer déjà des gaz à effet de serre. Et puis ensuite, la réaction chimique dans les champs est aussi un autre problème. Ça produit du protoxyde d'azote. Voilà, bon, je veux pas il y a 3 formules, il y a ces 3 gaz à effet de serre. Donc voilà, après, il y a des engins, hein, il y a du CO2 parce qu'il y a des engins. Il faut stocker les biens dans des frigos ou des congélateurs. Il faut les transporter, il faut les emballer. Alors tout ça, c'est l'empreinte carbone on va dire de la viande en général. Donc si on veut réduire, alors c'est valable pour le fromage en fait. Hein, c'est ça qui est pas toujours connu, c'est que le fromage est très carboné aussi, puisqu'il faut bien des vaches, des bovins pour avoir du lait. Donc évidemment, si on veut diminuer ces émissions de gaz à effet de serre ou de protoxyde d'azote de CH4, voilà, il va falloir peut-être remplacer en grande partie par des légumineuses, trouver des protéines dans les lentilles, pour prendre un exemple. Voilà. C'est très bon les lentilles, c'est sûr que les enfants ils n'aiment pas forcément, mais il va falloir trouver d'autres manières de se nourrir comme vous le faites déjà, j'en suis sûr. Si vous êtes là en plus, c'est que vous faites déjà beaucoup de choses. Donc on va supprimer une partie de la déforestation, il n'y aura plus d'engrais, il y aura quand même des engins, il y aura toujours un peu de transport, il y aura toujours un peu, ça restera carboné, hein, c'est pas magique, hein, on aura quand même toujours... voilà, donc on va avoir... ce sera d'autant plus faible qu'on prendra des légumes de saison, ça va de soi, pour éviter les transports lointains, et que ce sera du local, des produits locaux. Ça, je ne vous apprends rien. Prendre en vrac, évidemment, ça supprimera les emballages ou ça va les diminuer. Tout ça, c'est des choses qui sont déjà largement débattues, mais voilà, je voulais vous replanter cette... Alors, est-ce qu'il veut bien avancer? Voilà, donc on va diminuer largement. Alors voilà, maintenant, quelle est la meilleure solution pour manger de bons légumes? Qu'est-ce qu'il faut faire au-delà? Parce que les légumes, c'est peut-être un peu lassant. Il va falloir cuisiner en famille ou cuisiner soi-même, reprendre des bonnes habitudes, consacrer du temps pour se faire des bons petits plats, pour changer aussi les formules de... Donc c'est quelque chose qui peut paraître un peu... voilà, il va falloir consacrer du temps plutôt que d'acheter des produits tout fabriqués qui sont aussi très carbonés. Donc voilà, donc on peut aussi faire attention à manger mieux et moins, prendre des aliments de qualité. On pense à la viande évidemment parce que la viande locale est très bonne. Mettre des petites assiettes, je ne sais pas si vous savez ça, mais quand on met des petites assiettes, on a moins faim rapidement, le sentiment de satiété arrive plus vite. Donc voilà, faut le tester. Là, le gaspillage alimentaire est énorme. Il y a un tiers des aliments qui vont à la poubelle. Donc là, il va falloir faire attention à toute la chaîne, hein, parce qu'il n'y a pas que chez soi, il y a avant et après. Il y a les restaurants aussi. Dans les restaurants, vous pouvez demander un petit emballage pour partir avec le reste de votre pizza. Évidemment, ça se fait sans problème maintenant. C'est très connu et il ne faut pas hésiter à demander si vous n'avez pas terminé un plat. Et puis, préférez les moches. Voilà, préférez les moches, bien sûr. N'hésitez pas à prendre les produits que vous trouvez. Sinon, ça fera du gaspillage et ça va rester dans les poubelles. Donc, prenez tant pis s'il y a des taches sur une pomme ou sur une tomate, etc. Voilà, donc si on résume pour l'alimentation, on avait 24% au départ. La viande avait une grosse part de 44%, la viande, hein, c'était. Donc les 3 solutions, c'est manger moins de produits d'origine animale. Donc la viande blanche est quand même très conseillable. Hein.
On peut manger les viandes blanches, c'est le poulet, le lapin, c'est tous les non-ruminants. Hein. Il y a quand même beaucoup de viande, et le porc aussi, qui sont quand même des viandes moins carbonées qui permettent de se nourrir aussi. Hein. Cuisiner de saison et en local, évidemment, et manger moins et mieux, gaspiller moins. D'accord? Alors on va passer au 3e chapitre. Voilà, donc vous allez diminuer de 30% en suivant ces conseils. Maintenant, on va essayer de parler de biens de consommation. C'est tous les objets qu'on achète tous les jours ou qu'on va acheter à Noël. Tiens, voilà, tous les objets, tous les cadeaux que vous allez avoir à faire et qui ne sont pas faciles à choisir. Alors, il y a une règle, la règle des 3 R. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, c'est une règle qu'on peut appliquer sur les biens de consommation. Et les R, c'est des verbes. C'est le début d'un verbe. Alors, qu'est-ce que c'est les verbes que vous auriez en tête? Vous pensez à quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux biens de consommation? Réduire, c'est ça que vous avez dit, non? Réduire. Oui, alors réduire. Vous avez dit recycler, oui, c'est bien. Et puis peut-être encore un autre qu'on va voir. Réparer, voilà, oui, très bien. Bon, ben, vous savez tout, vous allez faire la conférence la prochaine fois, c'est bien. Donc le premier, réduire. Bah oui, bien sûr, on n'est pas obligé de s'acheter 5 t-shirts par an. C'est sûr qu'un seul peut suffire peut-être. Ça s'adresse des fois à des gens qui ont l'habitude d'acheter beaucoup de vêtements. Donc essayons de réduire les achats. Essayons de voir si on est obligé de s'acheter. Il faut voir ses besoins. Quels sont les véritables besoins en fait qu'on a? Ça, c'est une réflexion qu'on n'a pas souvent, ça, parce que les biens sont pas chers et donc on peut se permettre beaucoup de choses. Après, réutiliser, ça veut dire qu'on peut se repasser un téléphone. Vous pouvez peut-être, votre téléphone, si vous le changez, il peut peut-être servir à quelqu'un d'autre dans votre famille. Vous pouvez peut-être le donner ou le remettre dans un circuit de revente, puisqu'on peut acheter d'occasion. Voilà, on peut les mettre dans les circuits. Et puis vous-même, vous pouvez acheter d'occasion. Donc on est dans le système de réutilisation, réparer. Et puis le 3, c'est recycler. C'est-à-dire que les matières qui sont dans tous les produits, que ce soit les téléphones, les vêtements, on peut quand même les recycler. La matière première est très, très utile, on en aura besoin. Donc ça va être valable pour les métaux. On va être en limitation de toutes ces matières premières bientôt. Donc les recycler, c'est très important. Alors si on parle du numérique, le numérique est en train d'exploser. Vous savez que voilà, c'est marqué, on a multiplié en 10 ans l'empreinte carbone du numérique. L'empreinte carbone, donc c'est toutes les émissions autour du numérique. Donc vous voyez, c'est symbolisé par ces deux et cette courbe. C'est-à-dire qu'en 10 ans, et là on a déjà atteint, je crois, le niveau de l'aviation, les émissions liées à l'aviation dans le monde entier, ou aux flottes de camions dans le monde entier, tout l'ensemble du numérique. Ce qui paraît quand même déjà énorme. Et si on continue comme ça va prendre on émettra autant que les voitures, que l'ensemble des voitures sur la planète. Parce que cette augmentation, elle est de 30% par an. Donc le numérique, on ne s'en rend pas compte. C'est un vrai danger. C'est sûr qu'on s'en sert tous les jours, de plus en plus. Alors, je ne vous parle pas de l'IA, qui consomme beaucoup aussi. Et donc, il va falloir trouver les solutions pour modérer. Alors, qu'est-ce que je vais vous conseiller alors? On va regarder le poids carbone déjà des appareils. Donc, comme vous le voyez sur ce graphe, il y a 34% pour l'usage, pour les appareils connectés, c'est-à-dire un téléphone, un téléviseur, un PC. 33% sur la fabrication. Et puis après, il y aura besoin d'énergie pour les data centers, parce qu'il faut les alimenter, mais il faut les refroidir aussi. Vous savez, c'est le gros problème, c'est les data centers, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc ça va être 14%. Et puis les réseaux, c'est tous les réseaux, les antennes, les amplificateurs, tout ce qui permet de véhiculer la 4G ou la 5G par exemple, qui représentera aussi 14%. Donc si on veut déjà réduire les appareils, au lieu d'avoir 5 appareils, il va falloir que vous fassiez peut-être des tris. Si vous avez un téléphone professionnel et un téléphone personnel, vous savez qu'il y a des téléphones où on peut mettre les 2 cartes SIM dans le même téléphone, par exemple. Donc c'est une manière déjà de réduire le nombre d'appareils. Et puis voilà, il faudra savoir si on veut conserver des montres connectées ou des tas d'objets qui sont parfois considérés comme des gadgets. Mais voilà, c'est ça, la sobriété, ça va être aussi bien regarder ce qui est utile et pas utile, donc diminuer le nombre d'appareils. Et puis alors si on regarde les téléphones, en moyenne c'est changé tous les 2 ans. C'est les chiffres de l'ADEME. Les ordinateurs tous les 4 ans. Donc essayez de les prolonger. Si on pouvait les prolonger de 2 ans déjà les téléphones, passer à 3 ans, 4 ans. Et puis sur les PC,
prolonger aussi de 2 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà les gestes qu'il va falloir faire. Et ça veut dire qu'il faudra prendre beaucoup d'attention à ces appareils qui sont aussi fragiles. Hein. On sait que voilà, choisissez des appareils donc faciles à réparer aussi, adaptés à vos besoins, en mode avion quand on dort. Ça diminue l'empreinte carbone si vous passez en mode avion la nuit. Vous pouvez limiter les notifications, hein, diminuer le nombre de notifications, ça consomme aussi beaucoup d'allers-retours, de messages sur les réseaux. Alors maintenant, je vais vous parler de la vidéo. En fait, la vidéo, parce que beaucoup de gens regardent par exemple sur YouTube, beaucoup regardent des vidéos, des tutoriels, des films, et ça occupe 75% de la consommation sur la partie data center et réseau. C'est énorme, hein. C'est assez énorme, donc il faut avoir conscience que si vous pouvez télécharger des films pour vos enfants, par exemple, si vous avez des films que vous regardez plusieurs fois dans l'année, il vaut mieux les télécharger une fois que de les regarder 5 fois et les revisionner, parce qu'à chaque fois, on véhicule toutes les données sur les réseaux. Et puis, vous pouvez regarder aussi des séries sur des basses c'est le nombre de pixels. Là. Vous pouvez passer à 480, par exemple. Vous pouvez passer à des... parce que la 4K qui est là, vous voyez, c'est du 2000 pixels. Ça consomme énormément. Vous voyez la barre, et ça, c'est l'empreinte carbone du 4K. On peut regarder des séries en 480 pixels. Ça va très bien. C'est pas forcément utile d'avoir toute la définition. On s'habitue. Donc, vous pouvez changer sur YouTube. Vous pouvez aller dans les paramètres et changer la qualité de l'image. Vous diminuez, parce qu'elle est en moyenne, elle doit être, je sais pas, à 1000 ou 700, mais vous pouvez passer d'un cran, vous verrez, ça ne change pas grand-chose, et vous allez consommer énormément moins en CO2, et pas en énergie, mais en CO2. Et puis, privilégier le Wi-Fi, c'est ça qui est indiqué ici, plutôt que d'utiliser la 4G et la 5G, qui consomment énormément avec tous les amplificateurs des antennes relais. Vous avez intérêt à vous mettre plutôt sur des câbles, puisque le Wi-Fi c'est sur l'optique, les réseaux optiques qui consomment beaucoup moins, sur les réseaux en fait câblés. Voilà, donc si on résume sur les biens de consommation, on était à 16%. On sait que les équipements, et le logement, le numérique, ça compte pour 44%. Donc les 3 solutions qu'on vous propose, c'est acheter moins, de meilleure qualité pour durer plus longtemps. C'est acheter ou vendre d'occasion, et puis recycler. De ne pas laisser les téléphones dans les armoires ou dans les tiroirs. Vous pouvez les ramener et on arrive à recycler peut-être pas grand chose, mais il faut prendre l'habitude de remettre dans les circuits tous les objets qui ne servent plus. Alors on va passer maintenant à dernier secteur, c'est l'usage de son logement. Alors l'usage de son logement, c'est une grosse facture en général à payer tous les ans, donc pour le chauffage notamment. Alors vous avez bien sûr 4 usages, hein, l'eau chaude, le chauffage, la cuisson et l'électricité dans votre logement. Et la part la plus importante, alors ce serait laquelle pour vous alors? Le chauffage? Donc le chauffage c'est gagnant, oui. Si ça veut bien arriver, voilà. Donc voilà, les proportions sont là, donc le chauffage 78%. Vous voyez que ça. Après, l'eau chaude, c'est quand même 12%, c'est pas négligeable non plus. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire son chauffage ou diminuer sa facture de chauffage? Là, il y a plein d'idées. Là, je suis sûr, si on avait le moyen, il y aurait plein. L'isolation, oui. Et d'autres idées? L'isolation, oui, bien sûr. 19 degrés, ben voilà, vous avez gagné. Vous avez déjà suivi l'exposé, madame. Alors, vous mettez un pull et vous mettez à 19 degrés. Voilà, c'est bien l'idée, puisqu'à chaque fois que vous descendez d'1 degré, vous économisez 10% sur votre facture. Et ça, c'est largement reconnu. Donc, c'est vrai que le soir, si vous êtes à 19, le soir, quand il fait un peu frais, vous allez sentir la nécessité de remettre un gilet, même si vous avez déjà un pull. Moi, je le vis comme ça, mais c'est pas grave. On vit très bien avec 2 pulls ou un gilet en plus. Hein. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut ancrer aussi avec nos enfants, parce qu'ils ont l'habitude des fois d'avoir des logements à 21. Les anciens, c'est encore autre chose, mais les enfants, il faut les éduquer. Il faut qu'ils apprennent à vivre dans les locaux. Parce qu'en définitive, quand vous avez à chauffer un logement, donc là, vous voyez, vous chauffez le plafond, quoi. Tout l'air chaud est en haut, alors que vous avez froid aux pieds. Et donc, il faut chauffer beaucoup de volume pour vraiment avoir bien chaud dans un logement.
Et le mieux, ce serait de se chauffer soi-même. C'est de pas chauffer la pièce, ce serait de chauffer. Donc vous pouvez avoir sur une table un petit radiateur d'appoint, mais de plus en plus, on commence à parler des choses qu'avaient nos grands-mères. C'est des couvertures chauffantes électriques qui permettent de chauffer un lit. Si vous avez dans une pièce qui n'est pas chauffée, votre chambre n'est pas chauffée, par exemple, pourquoi pas? Si le reste est chauffé, on peut vivre comme ça. Mais vous pouvez avoir la couverture chauffante qui chauffe le lit pendant un quart d'heure. Et puis après, vous la retirez si vous ne voulez pas la laisser. Et ça vous chauffe le lit. Et après, vous avez un confort qui est déjà assuré dans une chambre. Il y a des vêtements chauffants aussi. Vous pouvez avoir la pile dans la poche. Hein. Vous avez des vêtements chauffants, comme on a déjà des sièges chauffants dans les voitures, qui me paraît un peu luxueux. Mais voilà, c'est quand même une technologie qui va peut-être nous aider à avoir un confort, garder le confort qu'on a aujourd'hui. Alors bien sûr, la taille des logements, il y a 30 ans, on avait 23 mètres carrés par personne à peu près, 23 mètres carrés d'habitat. Maintenant, on est plutôt à 40 par personne, parce que souvent les familles se sont installées dans des maisons et les enfants sont partis. Donc les maisons sont trop grandes, donc on a 40 mètres carrés alors que 25 mètres carrés était suffisant. Et puis les consommations, si vous pouvez passer d'une maison à un appartement, vous voyez sur le Grand Nancy, voilà les statistiques, 25 000 kW par an pour chauffer une maison, alors qu'un appartement en moyenne c'est 11 300 kWh de chauffage par an. C'est les statistiques qui sont dans le plan climat qu'on a étudié, nous on a étudié ce plan climat. Donc ça prouve bien et ça émet 2 fois moins de CO2 si on est en appartement. Là, je voulais vous rappeler le poids carbone de chaque énergie, parce que moi j'ai été longtemps chauffé au gaz, mais c'est encore, vous voyez, le gaz c'est encore 418 grammes de CO2 par kilowattheure. C'est encore beaucoup, vous voyez, par rapport au fioul et le charbon, on dit que c'est carboné, hein, bien sûr. Fioul et charbon, c'est 730, c'est 1060 pour le charbon. Et au-dessus, qu'est-ce qu'il y a comme énergie plus carbonée que le charbon? Qu'est-ce qu'il y a comme énergie plus carbonée que le charbon? Eh bien, c'est le bois. Le bois, c'est physiquement, nous on est des scientifiques, ou on s'appuie sur des études scientifiques, le bois est plus carboné. Mais en France, il a été neutralisé parce qu'on estime que les forêts absorbent, donc c'est un cycle qui compense, donc il a été mis à zéro, ou très peu du moins. Et nous, on commence à dire que maintenant que les forêts dépérissent, hein, elles sèchent avec les sécheresses, elles sont attaquées par les scolytes, il y a des déforestations. On commence à dire qu'il faut intégrer dans les bilans carbone, il faut intégrer cette valeur du bois en CO2 dans les chauffages, dans les maisons. C'est quand même intégré, mais dans les forêts, quand on coupe les arbres. Mais il faut le ramener maintenant au chauffage bois des maisons pour qu'on sache ce qu'on fait. Alors vous voyez les autres énergies, l'éolien, le nucléaire, l'hydraulique, sont très peu carbonés, on est en dessous de 10 là, photovoltaïque 55, géothermie, voilà. Ça c'est l'équivalent en grammes pour fabriquer un kilowattheure. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces unités, pour fabriquer un kilowattheure. Alors maintenant j'ai presque terminé, donc la rénovation thermique énergétique évidemment, il va falloir isoler vos maisons, c'est bien la première idée, hein. Il faut isoler vos maisons avant de changer la chaudière. Parce qu'une fois que vous aurez isolé votre chaudière, vous allez peut-être mettre une pompe, vous allez isoler votre maison, vous allez mettre une chaudière peut-être 2 fois moins puissante. C'est-à-dire une pompe à chaleur qu'on va vous mettre à 15 000 €, parce que c'est la norme, on vous met des pompes à chaleur à 15 000 €. Ben, si vous avez bien isolé votre maison, vous aurez besoin d'une petite pompe à chaleur, et qui sera, je ne sais pas à quel prix, mais qui sera plutôt 7 000, 8 000 €, et rien à voir avec des larges... enfin voilà, il faut adapter la puissance de la chaudière. C'est valable pour toute énergie, hein. Si vous mettez des radiateurs, si votre logement est bien chauffé, vous ne mettrez qu'un seul radiateur électrique dans la salle d'eau, ça suffira pour chauffer toute la maison. C'est ce que font les Vosgiens à Saint-Dié. Ils rajoutent peut-être un poêle à bois pour avoir un point chaud en hiver, mais plus vous isolez, moins vous avez besoin de puissance de chauffage. Voilà, donc si on résume sur le logement, on est à 15%, le chauffage 78%, donc les 3 solutions, se chauffer soi-même, plutôt que chauffer des espaces, plutôt que de chauffer la pièce. Choisir un meilleur logement, prenez plutôt le logement qui convient à vos besoins, à votre taille de la famille. Et faites de la rénovation énergétique en commençant par l'isolation avant de changer la chaudière, qui est souvent les gens font le contraire. Donc en synthèse, on a dit que tous ces paramètres-là étaient donc largement carbonés.
on arrive avec ces solutions-là qui sont pragmatiques, qui sont déjà les premiers gestes qui vous coûteront rien, que vous pouvez diffuser autour de vous. Ça fait des objets de discussion, mais c'est pas trop violent. Moi, je pense que c'est proposable, mais c'est même presque trop simple. Vous attendiez peut-être à des choses plus scientifiques, plus compliquées, mais commençant par du simple avant de faire des gros investissements qui coûtent très cher. Et vous allez diminuer de 30% votre empreinte carbone. Alors vous avez aussi d'autres manières d'agir. Vous votez. Donc choisissez des candidats qui ont dans leur programme une large palette de solutions écologiques qui correspondent au changement climatique. Voter, ça c'est déjà plus important pour les jeunes, on a envie de dire allez voter, mais voter en fonction des programmes, c'est quand même ça la base, et regardez ce qui est prévu pour le changement climatique, pour la fin des énergies fossiles. Et puis l'autre possibilité, c'est d'acheter correctement. Si vous achetez ou si vous commandez plutôt des plats végétariens dans un restaurant, il aura de plus en plus de choix dans son menu de plats végétariens. Donc le marché s'adapte à la demande, hein. Et ça se fait tout seul. C'est comme ça qu'a été bâtie toute notre société. L'offre et la demande s'adaptent tout seul. Donc plus vous achèterez des produits à basse empreinte carbone, à faible impact carbone, plus le marché va évoluer. Donc vous avez deux leviers supplémentaires, c'est voter et acheter correctement les emballages, etc., sans emballage, en vrac, etc. Alors nous avons, là je vais reprendre un peu ce que je disais au début, donc on a fait un recueil qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française. C'est un rapport qui avait été fait pour les présidentielles, qu'on a fait nous, le Shift Project, et qui parle des 15 secteurs. Alors vous n'arrivez peut-être pas à lire tous les secteurs, mais là il y a tout. Il y a aussi bien la culture, hein, la santé, il y a beaucoup de choses à faire dans plein de domaines qu'on n'imagine pas. Donc si selon vos métiers, essayez de télécharger les rapports qui sont là pour voir un peu les axes, et puis on peut vous aider. Nous, on n'est pas des consultants, hein, on est des bénévoles, mais on peut vous aider à comprendre les leviers, ce que vous pouvez faire dans vos secteurs d'activité. Après, on a pour les élus, pour les territoires, on a fait des études sur comment décarboner les villes, les campagnes, vous voyez, la montagne, qui sont des problématiques très différentes. Vous voyez bien la mobilité entre les gens qui sont en ville, qui n'ont pas besoin de voiture, et ceux qui sont à la campagne, qui ont absolument besoin d'une voiture. On n'est pas dans les mêmes problématiques. Et les impacts du changement climatique ne sont pas les mêmes en montagne, où on va peut-être manquer d'eau parce que les sécheresses sont profondes, mais les sources se tarissent rapidement en montagne maintenant. Voilà. Donc on a des choses différentes à dire. Donc c'est 6 cahiers que vous pouvez télécharger d'ailleurs, hein. C'est des bouquins là, mais on les a sur nos stands, vous allez pouvoir venir nous voir aussi. On a aussi sur la résilience une nouvelle approche, une nouvelle étude qui est récente, qui concerne les crises économiques, mais les crises climatiques aussi. Les crises énergétiques, parce que sans énergie, à un moment donné, notre société, elle va se bloquer. S'il n'y a plus de camions sur les routes, au bout de 4 jours, il n'y a plus rien dans les magasins, il n'y a plus rien pour se nourrir. Donc on a étudié des recommandations pour les élus principalement, mais vous êtes peut-être aussi des futurs élus si vous vous présentez aux prochaines municipales. Et c'est ça qu'il faut penser aussi, c'est qu'il faut intervenir si vous voulez intervenir. Voilà. Donc ça, on est sur la résilience. C'est un grand mot, mais c'est bien la gestion des crises, hein, et se préparer aux crises. Voilà, donc il y a un certain nombre de rapports que vous pouvez télécharger. Moi, je vous invite aussi à calculer votre empreinte carbone. C'est sur un petit site internet qui s'appelle Nos Gestes Climat, que vous pouvez accéder par ce QR code. Vous pouvez y accéder. Nos Gestes Climat. En 10 minutes, vous saurez si vous êtes à 10 tonnes, plus ou moins. Ça vous donnera des éléments de réflexion, parce que après, vous pourrez refaire la deuxième fois en mettant moins de choses ou plus de choses. Vous verrez comment ça joue. Et puis, bien sûr, si vous êtes dans une entreprise, votre bilan carbone va être de plus en plus important pour savoir sur quel levier agir. Là, c'est tout un exposé complémentaire, hein. Le bilan carbone, on est sur les scopes 1, 2, 3. Il y a plein de gens, je pense, dans ce forum, sur Enviropro, qui peuvent vous aider à faire un bilan carbone. Voilà, et je crois que j'ai terminé. N'hésitez pas à venir sur notre stand. On est sur le stand A2 là-bas, dans la partie A2 là-bas. On a un stand, on pourra vous renseigner, répondre à vos questions particulières, mais on va déjà prendre les questions là, puisque j'ai terminé. J'ai terminé, et donc je prends vos questions. On a un micro. Merci de votre attention. Alors, qui veut poser la première question ?
Est-ce que vous acceptez que je vous prenne en photo? Oui, non? Oui. Voilà, c'est bien. Alors, quelle question vous voulez poser? Alors, on va vous passer un micro. Peut-être, tu peux m'aider, Alexandre? On va passer le micro. Ou alors, il y a une question. Vous pouvez passer le micro? Il y a bien une question, je ne sais pas quelle question vous auriez envie de poser. Au revoir. Mais merci d'être venu. Voilà, on a une question au premier rang. Alors on a une question. Eh ben voilà. On va vous donner un micro. N'hésitez pas. Merci. N'hésitez pas. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Là, c'est nous sensibiliser chacun de nous. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que font les entreprises. Que font les entreprises, hein, c'est ça votre... Oui. Eh ben, figurez-vous qu'elles avancent à grands pas, les entreprises. Moi, ce qu'on observe, c'est qu'elles investissent beaucoup. Elles changent leur procédé de fabrication, parce qu'il n'y a pas que les économies d'énergie. Ce matin, j'ai rencontré Champignol sur le stand. Et ils font des économies parce que, vous savez, pour fabriquer de la bière, il faut chauffer, après il faut refroidir, il faut chauffer. Ben, ils récupèrent l'énergie pour que ce soit optimisé dans leur système. Pour avoir le minimum de perte d'énergie et diminuer de ce fait. La sidérurgie va faire aussi des fours électriques plutôt que de brûler du coke pour fabriquer de l'acier. Vous savez, il faut du coke pour fabriquer de l'acier. Ils vont faire des aciéries électriques, ils vont recycler donc ça va diminuer énormément le poids carbone de l'acier parce que c'est un problème. Sur le ciment, je ne connais pas la formule, mais ils sont en train de descendre de 10%, 20%. Donc les choses, si on diminue notre empreinte carbone en France, c'est que l'industrie elle diminue. Bon, elle n'est peut-être pas très en forme. Il y a aussi des problèmes économiques. Faut pas... Mais voilà, l'industrie bouge beaucoup. On ne le sait pas assez. Moi, je leur dis qu'il faut valoriser ce qu'ils font, parce qu'on a l'impression qu'on a le poids sur le citoyen. Vous voyez le problème du citoyen qui se dit, mais c'est pas à moi de tout faire. D'ailleurs, vous avez vu, vous pouvez faire 30%. Vous pourrez faire encore un peu le chemin, mais vous ferez pas tout le chemin. C'est pas possible. Pour aller à 2 tonnes, c'est pas les citoyens qui vont tout changer. Donc il y a les entreprises, il y a les collectivités, la santé. Il y a beaucoup de monde dans les services publics, on a beaucoup de monde. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais moi j'ai l'impression que ça bouge. Voilà. Parce qu'ils ont intérêt à le faire aussi. Ils ont intérêt à le faire, sinon ils vont avoir des gros problèmes dans les appels d'offres. Hein. De plus en plus, il va falloir qu'ils donnent le poids carbone de ce qu'ils vendent. Et ça, c'est en train d'arriver. Ils ont aussi un rapport à faire tous les ans sur ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Donc les entreprises sont très pressurisées sur ce truc-là, pressées. Bon, voilà. Une autre question, vous avez peut-être... Quelles sont leurs obligations aujourd'hui? Je n'ai pas compris. Quelles sont leurs obligations? Alors, les obligations. Alors, moi, je ne suis pas le spécialiste, mais ça dépend du nombre de salariés. Par exemple, le bilan carbone, je crois il faut plus de 500 salariés. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un va m'aider. Si vous avez plus de 500 salariés, il faut que vous fassiez le bilan carbone. Il faut que vous fassiez un PDIE aussi, un plan de déplacement interentreprise. Voilà, il y a des seuils comme ça, mais les seuils descendent tous les 2 ans, quoi. Donc de plus en plus, ils auront à faire un bilan carbone pour savoir leur impact, l'impact de leur activité. Mais il y a des gens spécialisés au sein de notre association, mais moi je ne saurais guère plus, si à moins que quelqu'un veut le dire. Mais... Voilà, alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'il faut rentrer plus dans le détail ou ça vous donne envie d'en savoir plus peut-être ou pas sur ce qu'il faut faire, analyser. Moi, je vous conseille, par exemple, puisque je fais la question et la réponse, faites des fresques du climat, par exemple. Faites une fresque du climat, ceux qui ne l'ont pas fait. Ça vous apprendra déjà pas mal. Le système est assez complexe, en fait. Ça va vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées entre elles. Hein, c'est pas que les sécheresses et la canicule, le changement climatique, en fait. C'est le cycle de l'eau, en fait. C'est le cycle de l'eau qu'il faut réapprendre. Vous l'avez appris en primaire, en général en CM1 ou CM2. Le cycle de l'eau, c'est ça qui est en fait en train de changer et qui va provoquer tous les effets climatiques qui sont les inondations, qui sont les sécheresses. On a les opposés. Mais voilà, il faut vous former. Parce qu'en fait, en définitive, il faut que vous vous formiez. Pourquoi? Pour en parler avec vous, pour dédramatiser. Il faut être cool, il faut être dans l'action. Il ne faut pas s'angoisser. Moi, je pense qu'il faut être dans l'action, comme ça, on vit mieux.
Et puis ça va vous permettre d'appréhender ce qui va arriver, parce qu'on va peut-être avoir des choses qui vont nous tomber sur la tête un jour. Vous voyez à Valence ce qui s'est passé, c'est ahurissant qu'il y ait autant d'eau qui soit tombée dans ces vallées-là. C'est pas uniquement le fait qu'ils aient été prévenus ou pas prévenus, à mon avis, c'est le fait que maintenant on peut avoir des précipitations énormes, hein, intenses, quoi, en définitive. C'est ça que moi je pense. Et ça, Alors, est-ce que c'est pas un problème lié à l'agriculture? L'eau ne s'infiltre plus, elle glisse. il y a beaucoup de paramètres aussi, oui. C'est comme on a mis du béton partout, on a mis beaucoup de... Dans les villes, évidemment, l'eau ne s'infiltre plus. Alors qu'on aurait devant nous un grand champ, l'eau, elle se serait déjà infiltrée largement. Quand on a un front d'eau qui se déplace dans une vallée, on l'imagine bien dans les Vosges, si on avait la même chose, toutes les terres qui sont en prairie, elles auraient absorbé déjà un tiers de l'eau. Je ne sais pas, je dis un tiers, je ne suis pas le spécialiste, mais alors que si vous êtes sur du béton, du bitume, la vague, elle continue tout droit. Hein. Elle n'est pas freinée, elle n'est pas absorbée. Donc, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'artificialisation des sols, et c'est en cours de changement, puisque les SCOT, par exemple, les plans climat, tiennent compte maintenant, les PLUI, les plans locaux d'urbanisme, tiennent compte de ces obligations qui sont des règlements pour diminuer les lotissements. Hein, voilà. Donc maintenant, on ne peut plus construire n'importe où. Il y a des endroits où on pourra le faire, mais il va falloir surtout reconstruire la ville sur la ville et garder les prairies pour ça, pour la biodiversité, et les pour l'eau. Les haies aussi, pour la biodiversité, oui. Pour le bilan carbone aussi, parce qu'il va falloir conserver le carbone sous forme végétale, sous forme... Voilà, donc je vois qu'on arrive à peu près à la fin de la conférence, mais il y a encore des questions possibles. Oui, voilà, on me fait signe qu'on peut continuer. Alors les jeunes, là, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous avez appris des choses ou pour vous c'était... Non? Allez, je sais pas, vous pouvez vous exprimer, vous avez le droit de pas être d'accord. Moi j'aime bien quand on n'est pas d'accord. Ou au fond là-bas, vous avez peut-être des choses à dire, parce que c'est vous qui êtes concernés. Hein. Moi j'ai des enfants, des petits-enfants, donc allez-y. Oui, vous voulez peut-être, vous avez envie de dire des choses, non, des réactions? Bon, écoutez, moi je vous remercie de votre attention, des questions, et puis on va s'arrêter là. Voilà, merci, au revoir.